Hola, bueno, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Merveilleux. Merci beaucoup. Soyez tous les bienvenus à la 7e lancement de notre série où nous allons vous présenter de comment utiliser les résolutions des Nations Unies par rapport aux droits humains, par rapport aux enfants. De l'intention, c'est fait par la société civile et pour la société civile. Donc, nous sommes très enchantés que beaucoup de parmi vous soyez ici dans ce dialogue. Je m'appelle Agar. Je travaille dans la gouvernance de Save the Children et je vais être la modératrice de ce webinaire. Pour moi, c'est très intéressant de partager ces guides qui ont été développés avec vous. Nations Unies adoptent des résolutions avec une pertinence directe et indirecte sur les droits des enfants tous les jours dans différents thèmes, que ce soit par rapport à l'environnement, mariage des jeunes et d'autres débats. La société civile a un rôle très important en présentant leurs contributions, car nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les résolutions adoptées. L'approche, c'est démystifier les résolutions des Nations Unies et promouvoir des guides pour des personnes comme moi et pour des personnes qui ont mené en pratique sur la société civile, comment on peut suivre les résolutions des Nations Unies une fois qu'elles ont été approuvées. Et aussi, comment faire l'usage de ces contenus de notre travail dans différentes thématiques par rapport aux droits des jeunes, des enfants. Donc, tout d'abord, je vais commencer en écoutant Annie Coq qui va nous présenter. Et après, la guide, et après, nous serons enchantés d'avoir la présence du Dr. David Boyd, qui est un spécialiste des Nations Unies par rapport au environnement. Et dans notre panel, on aura aussi Joanny de la mission permanente des Nations Unies, Reggie Costa de Save the Children et Mia de Child Against Protection. Donc, je pense qu'on peut donner quelques règles de base avant de démarrer la conversation, ce débat. Donc, tout d'abord, ce webinaire est enregistré. Nous allons partager cet enregistrement avec tous, ainsi que on va partager aussi des documents reliés, toutes les présentations PowerPoint, et tous les links et tous les détails et les informations de contact. On a aussi l'interprétation en espagnol, en français, en anglais et arabe. Donc, vous pouvez faire clic dans l'option de la langue que vous voulez choisir en bas de l'écran. Vous allez un link en bas, vous pouvez faire le link, faire le clic et vous allez avoir l'option. Soyez libre de rentrer dans le chat, de nous raconter qui vous êtes, vos organisations, ONG, d'où vous venez, à quelle partie de la planète vous vous trouvez. Et soyez libre aussi de poser des questions dans la mesure que le webinaire a lieu. Pour ceci, on vous encourage à utiliser l'espace. Vous pouvez le voir sur l'écran au lieu du chat. Rassurez-vous de vous présenter et écrivez, présentez-vous et écrivez qui voudrait, parce qu'il puisse répondre à cette question. Ça peut être n'importe lequel de nos conférenciers. Donc, je vais rajouter quelques mots pour ceux qui se trouvent ici pour la première fois. Donc, How to Child Rights, c'est une série d'outils principaux essentiels. C'est des outils guides et des cas d'études développés par la société civile en collaboration avec la société civile, l'académie et d'autres. Ça a été développé principalement pour des adultes dans la société, pour les enfants plus grands qui sont actifs comme défenseurs des droits humains et tous ceux qui paraissent utiles. L'objectif, c'est de nous inspirer par rapport à comment utiliser l'approche des droits humains dans le travail quotidien, dans les secteurs de droits humains humanitaires et montrer comment on pouvait le faire de façon correcte en faisant un engagement légal pour les enfants et la réalité. Cette série a été lancée cette année et vous avez des outils disponibles sur la page web de la part du centre de ressources de Save the Children. Et vous allez trouver aussi plusieurs guides déjà existants par rapport à ces thèmes et qui s'emboîtent dans tous ces critères. Alors, s'il vous plaît, partagez avec nous n'importe quel guide pratique, étude des cas que vous pensez utile pour votre travail et pour que d'autres puissent bénéficier de ces guides. Malgré la connexion que nous avons sur la page web, il s'agit d'avoir la collaboration entre les organisations, l'Académie et le Comité des Nations Unies. Donc, le comité, c'est une organisation spéciale. Nous voulons souligner aussi qu'en réalité, nous voulons remercier à Child's Rights
qui a coordonné le développement de cet outil et tous les membres qui ont présenté, qui ont aidé à la présentation de ces guides et toutes les organisations qui sont ici présentes. Donc, merci beaucoup, Child Connect, une organisation aussi que nous voulons mentionner et remercier aujourd'hui sa présence. Ce sont les collègues de Save the Children, mais nous allons parler plus tard. Nous donnons la bienvenue aussi à toutes les entités qui veulent participer et contribuer avec le contenu. Donc, c'est un petit peu la présentation pour démarrer et nous pensons qu'avant de démarrer et d'écouter par rapport à cet outil, nous avons quelques questions interactives, encore des questions interactives que nous allons les mettre ici à l'écran. Et pour avoir accès, vous pouvez aller sur le link et nous allons rentrer dans le chat le code 3115228. Vous allez trouver des questions et nous devons rentrer dans la page web et répondre à ces questions. Vous pouvez avoir l'accès grâce à vos téléphones mobiles ou faire clic dans le link que vous trouvez dans le chat. Et regardez s'il vous plaît, si vous l'avez. Répondez à ce questionnaire. Non, la première question, c'est est-ce que vous avez déjà utilisé une résolution des Nations Unies? Est-ce que vous avez déjà utilisé? Nous avons une réponse qui est non. Et maintenant, nous sommes à peu près 2 à 1. Une personne a dit oui et deux personnes ont répondu oui, une seule personne a dit non. Ah, maintenant, on va donner un certain temps pour que les personnes puissent avoir accès et répondre à la question grâce au link dans le chat, qu'ils puissent rentrer le code et répondre aux différentes questions. J'aimerais que toutes les personnes puissent voir le link. Je peux voir que actuellement, il y a des personnes qui ont déjà utilisé la résolution des Nations Unies ou eu une résolution des Nations Unies. C'est très intéressant de voir que actuellement 11, peut-être il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir le link. Donc, ça serait très bien, Redina Dune, que vous puissiez copier le link sur le chat pour ceux qui n'arrivent pas à le voir. Vous pouvez rentrer à www.menti.com et vous pouvez rajouter le code que vous trouvez en haut de l'écran. Si vous le voyez dans la partie supérieure de l'écran, vous allez voir le code, le link et le code d'accès. Menti.com et utilisez le code. Nous avons actuellement 22 personnes, 23 personnes. On va donner un petit peu plus de temps pour qu'ils puissent se connecter grâce à vos portables, vos ordinateurs. Merci, Odina. Donc, ici, il y a d'autres personnes ici qui ont utilisé la résolution des Nations Unies. Cela a un sens. Rodina, dis-moi quand est-ce que nous pouvons passer à la question suivante. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de se connecter? On a à peu près 40 personnes, donc on va donner un petit peu plus de temps. Ouais, c'est intéressant d'écouter pendant cette session comment vous avez utilisé les résolutions des Nations Unies. Ça peut être peut-être la question suivante. Comment avez-vous utilisé ces résolutions des Nations Unies? Très bien. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Je vais la lire et après, je vais demander à Roudine de donner les instructions en maintien à nouveau. La deuxième question, c'est quelle résolution? Avec quelle résolution avez-vous participé et sur quel thème? Est-ce que Rodina, tu veux donner les instructions à nouveau aux personnes? Oui, s'il te plaît. Tout simplement, nous allons revenir où nous étions sur la même page, menti.com, utiliser le même code 31152282. Je vois actuellement que les personnes
comprendre, elles doivent simplement écrire avec des mots, des petits mots. Merci beaucoup. David, tu dois être content de voir que beaucoup de personnes ont utilisé la résolution dans l'environnement de santé. Les enfants sont ambiance, accès à la justice, protocole, 3 optionnels, beaucoup par rapport à la protection des enfants, peine de mort, protocole sur les enfants, des enfants dans des conflits. Nous trouvons beaucoup de variétés dans les résolutions utilisées. Continuez à nous écrire, c'est très intéressant. Les droits des enfants. Changement climatique, l'environnement de bonne santé. Nous allons vous donner 20 secondes de plus et nous pouvons vous demander de rester en menti car nous avons la dernière question à répondre. Bonjour Amanda, merci d'être là ici présente. Très bien, fantastique, merveilleux. Nous allons passer à la 3e question, Rodina. Donc, quels sont les types d'actions que vous avez pris pour faire le suivi, utiliser les résolutions des Nations Unies? Il y a un menu d'options qui ont été utilisées pour informer le public par rapport à un litige ou des droits politiques, de dialogue avec l'État, des processus de report, de recherche, des études. Beaucoup de personnes ont utilisé les résolutions des Nations Unies comme référent ou pour donner de la forme à des investigations et de recherche. Et beaucoup l'ont utilisé dans leurs contributions techniques, dans des réformes des législations géopolitiques, des rapports, des dossiers, s'impliquer avec le dialogue, en dialogue, de savoir que les résolutions des Nations Unies peuvent être un outil très important et des responsabilités aussi avec les États, très intéressant. Donc, pour l'investigation, les recherches, les études, c'est celle qui a le plus de participation. Loi et politique, c'est le deuxième dialogue avec l'État, avec les États. Merci beaucoup. C'est très intéressant de voir ceci. Nous allons faire un suivi à la fin de cette réunion et nous allons voir si les réponses en ce moment répondent et font le mappage, le suivi avec ce qu'on a ici. Alors, de façon rapide, avant de passer à Anita pour qu'elle nous présente le guide, je vais présenter rapidement les présents. Je voudrais que vous montriez sur l'écran, de mettre vos caméras. Donc, David Bowie, c'est un relateur rapporteur des Nations Unies sur les droits humains. Nous avons aussi l'avocate australienne, Mia, cofondatrice de Child Protector, c'est la directrice exécutive du groupe. Soyez la bienvenue. Mia, merci d'être ici présente. Anita Go est avocate, spécialiste en loi internationale des droits humains. C'est l'auteur et écrivain leader de cet outil. Nous avons aussi Akala Giovanni, qui travaille dans le bureau en Genève
merci d'être ici présente. Et un dernier, nous avons comme conférencier Brigitte, qui ne sera pas présente en personne, mais qui sera présente grâce à un enregistrement dans le bureau d'Asie. Alors, je vais céder la parole à Anita pour démarrer. Merci beaucoup. Agar, je suis très contente et émue d'être ici avec vous aujourd'hui pour le lancement de cet outil si merveilleux qui nous a coûté beaucoup d'heures de travail, un lourd travail pour qu'il soit accessible à tous. Et je vais partager mon écran. Vous pouvez voir mon écran. Merci beaucoup. Alors, la première question, c'est pourquoi nous avons développé ce guide? Pourquoi nous pensons que nous pouvons présenter quelque chose sur le suivi des résolutions des Nations Unies, comme on l'a dit auparavant? Il y a tellement de résolutions des droits humains des Nations Unies. En 2021 seulement, il y avait 143 en 2021 et chaque année, il y a plus de 100 résolutions chaque année. C'est une source très importante par rapport au niveau international. Ce n'est pas au niveau des traités, mais utilisé pour intégrer les lois internationales. Donc, ce sont des outils très importants. Mais néanmoins, elles sont très peu connues par les personnes qui travaillent au niveau des pays, car c'est un peu technique. Ce sont des guides techniques qui sont difficiles. Son accès est difficile. Les pages web des Nations Unies ne sont pas très amigables, très friendly, et c'est difficile pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc, le point, c'est de comment, tu l'as dit au début dans l'introduction, de pouvoir démystifier de quoi il s'agit ces résolutions, inspirer la société civile et ses acteurs pour pouvoir les utiliser en se basant sur le travail et dans les recommandations qu'elles font et pouvoir faire l'appui, le soutenir, le travail avec des bonnes pratiques et des techniques. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de personnes qui ont partagé des tips, des bonnes pratiques, des idées, des choses dont ils ont été obligés d'apprendre avec toutes ces années d'expérience en travaillant avec les Nations Unies. Et nous avons recopilé ceci dans le guide. Pour ceux qui se trouvent ici présents et qui peut-être ne sont pas très familiarisés par rapport à ces types, quelques types, ce sont des documents adoptés par une entité des Nations Unies et l'État, une entité officielle. Nous nous sommes focalisés dans les résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies et c'est le comité spécialisé dans les thèmes qui ont un rapport avec les Nations Unies et le Conseil. Vous allez voir les résolutions adoptées par différents corps des Nations Unies et le guide, c'est un outil relevant pour d'autres entités des Nations Unies intergouvernementales comme le Conseil de sécurité et d'autres entités. Donc, quand nous parlons sur cela, on fait référence aux Nations Unies par rapport à l'Assemblée générale. Nous trouvons plusieurs résolutions. Le guide est focalisé par rapport à ceux qui ont rapport avec les droits humains et surtout avec les droits des enfants. Mais pas seulement de façon spécifique sur les droits des enfants, c'est un peu les droits humains en général. Comme vous savez, les enfants, ce sont des humains, donc tous les thèmes des droits humains ont un rapport avec les droits des enfants. Comme on l'a dit avant, les résolutions des Nations Unies des droits humains font partie de ce qu'on parle d'une loi légère. Pourquoi sont importants pour les droits des enfants? Car même s'ils ne sont pas traités, car ce n'est pas un document légal qu'on puisse représenter, ils ont quand même une valeur politique très forte, comme on l'a dit déjà, et c'est adopté par l'État. Donc, les États peuvent le négocier, c'est-à-dire que les États font des accords de façon politique et le thème est important, que la recommandation des Nations Unies considère que c'est la façon adéquate pour avancer. Ils cristallisent la vision. Désolée, des fois j'utilise des termes ou argot des Nations Unies. Donc, tous les États du monde le voient un peu comme quelque chose d'important, la communauté internationale, ou le voit comme une priorité. Donc, quand il y a eu la pandémie COVID-19, il y a eu différentes résolutions des droits humains des Nations Unies par rapport à l'impact de cette pandémie sur
les droits humains, sur les droits des enfants, des jeunes, et comment comment on devrait comment on devrait voir les droits humains en perspective pour prendre en compte de la politique de la santé pour protéger les personnes. Et je suis sûre que beaucoup de personnes qui ont contribué en différents thèmes, comme les enfants, et tous ces thèmes ont un rapport avec ce qui les a conduits à cet état majeur. La résolution des Nations Unies, la plus connue, c'est la relation sur les droits humains qui est considérée comme un standard de loi internationale. Ils ont mené la création des différentes législations. On espère que toutes les résolutions reconnaissent le droit à un environnement de bonne santé et que ceci devienne une loi ferme. C'est ce qui est très intéressant pour nous tous, car ça a une valeur pratique. De fait, dans les résolutions, on leur octroie, on leur donne des recommandations personnelles aux États. Par exemple, des résolutions de 2020 ont recommandé que les États puissent impliquer les enfants et leur donner l'opportunité de participer de façon efficace dans le développement des initiatives contre le bullying. Donc, c'est une recommandation directe aux États en leur disant, vous devez écouter les enfants et pour développer des politiques contre ce bullying, ce harcèlement. Donc, nous allons trouver d'autres exemples que vous allez trouver dans le guide. Alors, pourquoi nous avons besoin de faire un suivi? Ici, sans suivi, il n'y a pas de mise en œuvre au niveau du pays. Donc, les résolutions peuvent être négociées, soit adoptées au niveau international, mais si personne n'y est, on ne demande pas aux États ce qu'ils ont fait pour les identifier, elles peuvent rester simplement sur le papier des Nations Unies, dont le suivi est important pour pouvoir faire en sorte que ce changement ait lieu. Je pense que tout le monde le connaît, et surtout par rapport aux résolutions, car dans les Nations Unies, des fois, c'est un peu caché, donc c'est plus facile de les oublier. Donc, c'est pour cette raison que c'est important de continuer à penser, de les intégrer dans tous les travaux qu'on est en train d'effectuer pour nous assurer que tout ce qui est intéressant pour vous et pour eux puisse être mis en œuvre au niveau des pays. Alors, comment cet outil peut nous aider à faire le suivi des résolutions? En utilisant le contexte pour votre travail. Le guide a été conçu avec un public très large. Donc, un rapport avec les personnes qui savent beaucoup sur les Nations Unies et les résolutions des Nations Unies. Et en pensant aussi sur des personnes qui peut-être ne savent pas ou qui n'est pas adopté, mais sur la première partie du guide, vous allez voir des informations en expliquant un peu comment les résolutions étaient structurées. Quelques résolutions peuvent avoir plus de 10 pages. Vous pouvez les trouver, les sections pertinentes pour votre travail dans les recommandations. Cela veut dire que l'État peut soutenir, appuyer une résolution ou pas. Et les autres sont pertinentes à ce thème. Après, les caractéristiques clés uniques de ces guides, ce sont les guides techniques. Comment peuvent être utilisées ces résolutions dans vos travaux? Cela fait partie 2, annexe 2. Pour ceux qui sont déjà familiarisés, peuvent sauter la partie 1 et aller directement à la partie 2, car vous allez trouver différents tips ou exemples par rapport aux différentes activités ou à ce que vous pouvez faire. À la fin de cet outil, nous avons 2 cas d'études détaillés, quelques-uns au niveau des pays, la résolution des pays, comment faire un suivi, le suivi. Les différents cas d'études du Nicaragua, par exemple, et la société civile et la coalition.
Et l'autre cas, Anita, est-ce que j'ai un problème avec nous? Oui. Est-ce que tu pouvais répéter les 2 dernières phrases, s'il te plaît? J'ai un problème. Je suis désolée, j'espère que cela va marcher. Donc, dans la résolution thématique, alors je disais qu'il y a 2 cas d'études à la fin de ce guide. Une a été réalisée au Nicaragua et comment la société civile a fait le suivi à la résolution. Et ceci nous a montré, je vais vous raconter un tout petit peu, je vais juste vous montrer comment l'État n'a pas mis en œuvre ces recommandations, n'a pas implémenté, n'a pas eu un mécanisme fort pour pouvoir, pour que l'État puisse accomplir ses obligations avec les obligations des droits humains. Et le deuxième cas d'étude a un rapport avec la résolution thématique sur les meilleurs investissements par rapport aux droits des enfants et comment travailler, comment ils ont réussi, comment ils ont fait en sorte que ce thème soit important dans le programme politique et comment ils ont donné et octroyé, proportionné du changement, des bons changements. On a créé aussi des modèles pour pouvoir les assister, les inspirer dans certaines activités vous voulez peut-être mener à bien dans ce genre de mécanisme. Dans la session pratique de guide, un pas à suivre par rapport aux différents scénarios et possède 3 pas de base, 3 niveaux de pouvoir comment rencontrer et trouver des résolutions qui puissent être pertinentes par rapport à votre travail tout particulier. Vous allez trouver différents guides. Comme on peut inclure aussi les endroits où on peut filtrer avec des mots-clés et trouver ce qui vous intéresse dans le contexte de la résolution. Donc, qu'est-ce que c'est écrit dans la résolution? Comment on peut savoir si c'est pertinent, si l'État s'engage avec cela? Et vous allez trouver tous les guides, et c'est à peu près le niveau 3, c'est preuve de mesure, passer à l'action et pouvoir les utiliser pour tous ces guides pour le changement sur le terrain. Donc, pour chaque étape, vous allez trouver des guides généraux pour comment le faire et des tips que vous partagez tous ces cas. Des cas qui ont déjà utilisé ces résolutions dans du travail quotidien. Vous allez trouver une information de ce que vous pouvez faire. Si on a seulement des ressources limitées, mais si vous voulez faire partie de ce exercice de suivi, comment vous pouvez communiquer avec ces résolutions, les réseaux sociaux, comment vous pouvez les utiliser dans votre travail actuel. Et l'idée, c'est de savoir comment on peut intégrer cette source additionnelle de recommandations, cette source pour votre État et ne pas créer un surplus de travail. Comment on peut maximiser, le rendre plus efficace pour ce travail additionnel. Je ne veux pas dire plus, mais vous allez trouver le guide. Je veux que vous la regardiez et je vais m'arrêter ici pour la session. Je serai dans la session de questions et réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anita. Très intéressant. Merci de nous donner cette excellente présentation sur les guides. Et bien sûr, je m'excuse par le son qui n'était pas terrible. Voilà. Maintenant, sans plus, je vais passer le micro à David Boyd pour qu'il nous partage ses réflexions sur l'outil, l'avantage d'utiliser ces résolutions des Nations Unies pour promouvoir le droit à un environnement et de bonne santé. Merci beaucoup et merci à tous les organisateurs et toutes les autres organisations des droits humains et des droits des enfants. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Je vais parler par rapport à 2 exemples de comment la résolution des Nations Unies peut faire une différence pour les enfants et pour tous. Je pense que en présentant ces cas d'études, peut-être cela peut aider et contribuer à ramener ça d'un niveau abstrait à un niveau beaucoup plus concret. Nous pouvons penser que ces résolutions, ce sont des outils, ce sont des manuels d'instruction de comment les utiliser en tant qu'outils. Donc, le premier ensemble de résolutions s'est présenté en 2010. Ce sont les premières résolutions des Nations Unies
pour qu'ils reconnaissent les droits de l'eau et sanité, salubrité. Donc, la société civile utilise ces résolutions de façon créative, innovatrice et productive, qui ont résulté des pays qui ont leur constitution des lois beaucoup plus hautes, Costa Rica, Mexico. Le droit à l'eau, c'est un droit protégé par la Constitution. Et dans d'autres pays, comme la France et la Colombie, le droit à l'eau se trouve dans une législation, et surtout dans la société civile a eu beaucoup de succès en utilisant ces résolutions pour pouvoir motiver les gouvernements qui puissent proportionner l'accès à l'eau à toutes les populations qui n'avaient pas tous ces droits humains de base. Au Mexique, par exemple, les communautés rurales ont plus de 1000 communautés ont accès à l'eau. Au Canada, notre gouvernement de fait avant proposé ces résolutions des Nations Unies, mais une fois qu'elles sont adoptées par le Conseil des droits humains et l'Assemblée du Canada a changé sa position. Et la société civile travaille de très proche avec les sociétés communes et ça résulte d'une alliance partenariat avec le gouvernement du Canada avec de l'eau potable, sécurité, salubrité à plus de 130 communautés et autochtones depuis les dernières 7 ou 8 années. Et en réalité, c'est plus bénéfique, des bénéfices qui changent de vie pour les enfants et toutes les communautés, bien sûr. Ça serait mal si on ne parlait pas des résolutions beaucoup plus émouvantes qui ont surgi depuis les dernières années, que ce soit par rapport au Conseil des Nations Unies de 2020 et l'Assemblée générale de 2022 sur le droit à tous pour avoir un environnement durable et propre. C'est un des droits fondamentaux pour les enfants dû à la crise environnementale qu'on fait face actuellement. Donc, c'est important quand on voit comment utiliser ces résolutions, avoir des conseils d'experts, de savoir qu'est-ce que ces résolutions veulent nous dire. Et les résolutions parlent du droit à un environnement sain, propre et durable, et beaucoup de ressources sont disponibles. Comme mon prédécesseur, des personnes, des rapporteurs qui nous aident à comprendre ce que veut dire un droit à un environnement sain et durable. Et en comprenant comment on peut utiliser ce travail, par exemple le droit justement à cet environnement sain et durable, a une composante substantielle par rapport aux procédures. Donc, tout le monde a le droit de respirer un air pur, avoir de l'eau sûre, de l'eau potable et assez suffisante d'eau, avoir une alimentation durable, saine, une nourriture saine, vivre dans un environnement pas toxique pour les enfants et pour tous, et aussi avoir un écosystème et la biodiversité saine. Et bien sûr, tous ces éléments sont critiques pour tout un rang de droits humains. Et c'est particulièrement très important pour les enfants, car nous savons que, par exemple, les enfants reçoivent, par exemple, quand ils sont exposés à tous ces toxiques, ils ont des dommages beaucoup plus importants. Ils reçoivent des dommages beaucoup plus élevés dus à la contamination, à la pollution dans leur foyer par rapport à quand on fait la combustion de la nourriture. Et toutes ces procédures en rapport à l'accès à l'information, à la participation de la prise de décision et à l'accès à la justice. Et tous ces éléments, que ce soit les substantielles ou procédures, doivent être interprétés selon les principes de base des droits humains, comme pas de discrimination, prévention. Donc, de fait, c'est un droit très puissant qui peut être utilisé par les défenseurs pour pousser les gouvernements pour renforcer ce type de loi et de politiques. Par exemple, pour renforcer la qualité de l'air, les standards. Aucun pays au monde où les standards de la qualité de l'air reflètent les derniers guides des organisations mondiales de la santé. Donc, c'est une façon dont vous pouvez utiliser ces résolutions. Elles peuvent être aussi utilisées par les gouvernements pour qu'ils reconnaissent dans la loi le droit des enfants à un environnement sain. La semaine dernière, j'ai témoigné au Canada sur une loi proposée que pour la première fois, allait reconnaître le droit à un environnement sain au Canada. Donc, ces résolutions peuvent être très utiles. Elles peuvent aussi être utilisées pour traiter pas seulement de trouver des changements dans les constitutions et dans les lois, mais aussi pour des plus grands droits de participation pour les jeunes. Il y a des très bonnes pratiques tout autour du monde. Je pense que le Parlement des enfants en Écosse
ou le fait que Norvège réserve des positions dans des comités pour les enfants et les jeunes. Et le droit à la résolution, aux résolutions par rapport aux droits des enfants et le droit de tous à avoir un environnement sain peut être utilisé pour ouvrir des espaces, pour que l'espace puisse se faire entendre, pas seulement pour participer, mais aussi pour être des décideurs, de preneurs de décisions dans ces contextes environnementaux. Je travaille avec 4 jeunes merveilleux qui ont créé un programme de négociation climatique. Et pour le dernier COP en Égypte, on a présenté 60 jeunes et on a inclus ces jeunes dans les équipes de négociation devant ces différents pays. Donc, je pense que seulement ces jeunes faisaient écouter leur voix, mais aussi ils se trouvaient dans les négociations en Égypte et ils avaient une grande influence dans les résultats. Donc, c'était très émouvant de savoir que les jeunes et les enfants peuvent avoir ce type d'habilité. Donc, c'est ce type de résolution, le type de choses que ces résolutions peuvent servir. Et je ne veux pas passer beaucoup de temps aujourd'hui, mais je vais fermer en disant qu'une de mes meilleures, ma partie principale dans ce rôle, c'était de travailler avec les jeunes et les enfants. Pour moi, c'est un grand honneur de faire partie des initiatives des droits environnementaux des enfants, pas seulement des jeunes et des enfants. Ils aident aussi à mener à bien ces résolutions des États-Unis, mais aussi ils utilisent leurs droits à un environnement sain pour pouvoir chercher justement atteindre ce changement et travailler en travaillant ensemble. Je pense que nous sommes une grande force et nous allons pouvoir effectuer ce changement. Je veux aussi rajouter que ces résolutions peuvent être aussi utiles, pas seulement dans la défense des gouvernements pour chercher des changements dans les constitutions, mais aussi dans les litiges. Par exemple, il existe un groupe de 25 merveilleux jeunes à Bogota, en Colombie, que j'ai connu il y a quelques années, qui ont mis une demande, qui ont posé une demande par rapport à leurs droits à l'environnement sain, par rapport au gouvernement colombique, car ils s'étaient inquiétés par la déforestation de la partie colombienne, l'Amazonie, dans les bois d'Amazonie. Et c'est passé dans la Cour suprême, le tribunal suprême, et le tribunal a dit oui, le droit à l'environnement sain a été violé et dans l'ordre, le tribunal a ordonné, a obligé le gouvernement à s'asseoir avec chaque jeune et tous les scientifiques leaders du pays pour qu'ils puissent réfléchir à un plan pour arrêter la déforestation dans cette zone d'Amazonie. Donc, c'est une grande victoire, bien sûr, dont les enfants utilisent leur droit à un environnement sain et tout autour du monde pour chercher des actions climatiques accélérées. Je pense que c'est un moment très émouvant. Tous ces outils qui sont développés et sont vraiment utiles par rapport aux ressources. Et je vous félicite tous, vous les responsables pour vous. Et j'espère pouvoir travailler avec vous tous dans un futur proche pour amener toutes ces résolutions des Nations Unies et les convertir dans une réalité pour les enfants du monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Très intéressant, très inspirateur. Et je pense que on est tous d'accord avec toi. Et de voir l'activisme de ces jeunes en exerçant leurs droits par rapport à ces thèmes et grâce à tous ces systèmes, c'est un vrai changement que nous pouvons voir et apprendre de celui-ci. Et c'est très intéressant aussi d'écouter, de décrire ces résolutions comme des feuilles de route. Moi aussi, je les vois comme des plans pour l'action, pour les gouvernements, mais aussi pour les personnes qui cherchent pour pouvoir avoir une influence dans ce changement. Donc, bien sûr, c'était très intéressant. Merci beaucoup, David. Je sais qu'on écoutera beaucoup plus sur toi pendant la session plus tard. Nous avons déjà écouté David et Anita et maintenant, qui ont donné des très bons exemples de comment la société civile peut établir des actions en utilisant les résolutions et les rendre efficaces. Nous allons continuer sur les thèmes des droits des enfants et l'environnement. Et nous allons écouter Brigitte de Save the Children dans le bureau d'Asie sur comment Save the Children a utilisé ses missions de conseil et surtout les résolutions sur les droits des enfants à un environnement sain et comment peuvent produire, comment elles ont déjà produit une version amiable pour les résolutions. Bonjour à tous.
Ravi Shibosha, je représente l'organisation de la société civile qui travaille avec Save the Children dans le changement climatique dans la région d'Asie-Pacifique. Je suis là pour partager, pour vous dire comment utiliser le Conseil de résolution des Nations Unies et la résolution 2530, et nous l'avons transformée dans une version amicale pour les enfants, la résolution 4530, pardon. Save the Children a été impliqué à défendre à la résolution quand elle a été créée en Genève en 2020, dans un travail conjoint avec d'autres organisations civiles. Une fois qu'elle a été adoptée, nous nous sommes assurés de communiquer avec le communiqué à différents partenaires et grâce à différents courriers, en soulignant la résolution des États et de façon importante ce qui se trouve dans la résolution, qui soit utile pour nous en tant que défenseurs des droits des enfants. Et pour motiver tous ces collègues qui se trouvent dans le secteur du développement et de l'environnement pour qu'ils utilisent ces résolutions si importantes, on a développé un guide pour la société civile appelé « Comment soutenir la résolution des Nations Unies ». Et ce guide contient tout le contenu de la résolution 4530 et suggère des actions concrètes et des idées de qu'est-ce qu'on peut faire avec celle-ci dans notre travail, tout spécialement au niveau des pays. On l'a développé comme partie d'une série How to des droits des enfants et on l'a fait avec la collaboration d'autres associations leaders, des initiatives de droits environnementaux des enfants, Child Rights Connected. On fait aussi usage de ces résolutions quand on se réfère à la plupart de nos messages des plaidoyers, par exemple dans notre rapport du changement climatique de 2021 et récemment on l'a utilisé dans le travail de plaidoyer de décembre en soutien avec le mouvement beaucoup plus large des droits humains. Et notre façon dont nous utilisons cette résolution dans notre travail, c'est de faire une version beaucoup plus amicale pour les enfants en collaboration avec les enfants qui font partie du groupe de conseil des enfants au Cambodge. On voulait faire en sorte que la résolution soit beaucoup plus accessible aux enfants et aussi aux personnes qui ne sont pas expertes. C'est un document très long et technique et peut-être très difficile pour quelqu'un qui n'est pas familiarisé avec ce type de langage. Pour que la résolution puisse être utilisée pour les enfants et la société civile de façon générale, il devrait apparaître avec des mots simples. Et c'est pour ça que nous avons fait la version amicale pour les enfants, pour leur permettre de la comprendre de la meilleure façon possible. On a rajouté aussi des informations de comment est la résolution, comment elle peut être utilisée. On a expliqué quel est le Conseil des droits humains et des droits des enfants et les différents termes qui sont dans la résolution. Save the Children Cambodge a un groupe de conseils d'enfants qui avant été impliqués à Save the Children par rapport à des thèmes de changement climatique et environnemental. 5 des membres. Nous avons 4 filles et un garçon entre 14 et 18 ans qui ont participé à la version amicale pour les enfants. On utilisait les documents, on utilisait des guides et how to use et comment utiliser un environnement sain pour les enfants. Alors, quels sont à certains points clés pour les enfants qui font partie du groupe des conseillers des enfants Save the Children cambodgiens avec qui on travaille? Ils étaient très impliqués dans le processus et ils ont une recommandation très détaillée de comment ils ont donné des idées de comment ils pouvaient le rendre beaucoup plus accessible. Ils parlaient de comment les enfants les plus jeunes et des différents contextes pouvaient utiliser ce document. Ma préoccupation principale était que très souvent, le thème du langage ou de la traduction qui continue à être une grande barrière. Par exemple, les enfants expriment leur opinion de que le langage, comme le dommage environnemental, est très difficile de comprendre, même dans leur langage local, alors que
alors que la pollution dans l'air est beaucoup plus simple à comprendre. Donc, comment utiliser ces résolutions par rapport aux enfants? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour soutenir la mise en œuvre de cette résolution? Quelques idées parlent que les enfants doivent être protecteurs de l'environnement. Ils ont parlé, ces enfants ont parlé aussi des devoirs qui peuvent être en plus et pouvoir identifier des autorités locales pour qu'ils puissent prendre des actions sur différents thèmes comme l'industrie et le tourisme. Et ceci a donné comme résultat que les enfants comprennent mieux les droits et sur la responsabilité pour protéger cette relation par rapport à l'environnement du côté de l'État. Le but de faire cette résolution amicale a amélioré la conscience des enfants par rapport à ces thèmes, même par rapport au changement climatique et le fait que les enfants veulent vivre dans un environnement sain et sûr. On croit que tout se dit et comment utiliser des résolutions d'une façon amicale avec les enfants va être utile pour tous ces efforts de plaidoyer pour nous assurer que les résolutions soient utilisées et qu'elles sont réelles pour la mise en œuvre dans les différents pays. Les résolutions, ce sont des mécanismes importants pour mener à bien les droits humains pour tous. Et la société civile et les enfants jouent un rôle très important pour faire en sorte que les États deviennent responsables par rapport aux engagements qu'ils ont. Donc, ces guides vont aider les organisations pourquoi ils sont importants et comment ils peuvent être utilisés dans ce travail important de la société civile pour avancer dans la réalisation des droits humains et des droits des jeunes. Merci beaucoup et je vous souhaite le mieux. Je prends aussi cette occasion pour remercier à vous tous pour tous ceux qui organisent ce webinaire et me permettent de parler dans cette occasion si importante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est merveilleux vraiment de voir les différentes façons de pouvoir utiliser une résolution. Bien sûr, je trouvais ça très intéressant d'écouter la façon comment utiliser les différents messages en développant des outils pour la société civile et comment les utiliser et faire une version beaucoup plus amicale pour les enfants de cette résolution. Donc, j'aimerais écouter un petit peu plus par rapport. Je te vois, Carla, sur l'écran. L'Uruguay a travaillé dans la résolution des droits humains et des droits des enfants. En tant que représentant de l'Uruguay, tu es leader dans ce domaine au nom des États d'Amérique latine et des Caraïbes de ce groupe. Dans ton expérience, quelle est ton opinion par rapport à la société, comment la société civile peut participer avec les gouvernements? Ça serait très bien d'écouter des réflexions par rapport à ce guide. Je voulais tout d'abord dire que ma déclaration en espagnol à la société civile et les hispanoparlants en Amérique latine, vous avez tous accès à l'interprétation. Je voulais tout d'abord remercier Achai Dutul de m'inviter à faire partie de cet événement. C'est un plaisir pour moi de partager avec David Bowie, le rapporteur. On admire beaucoup, on respecte son travail. Et bien sûr, c'est un plaisir aussi de pouvoir le partager avec tant de représentants de la société civile qui font le vrai travail sur le terrain. Je vais commencer par vous féliciter aussi par la publication de cet outil. C'est un guide pratique et de pouvoir utiliser des résolutions des droits humains des Nations Unies pour avancer dans les droits des enfants. C'est la première fois que je vois un outil de ce genre. Il faudrait la diffuser, l'utiliser plus amplement. Je pense que c'est très intéressant de pouvoir évaluer et faire une évaluation de vos expériences et de vos recommandations par rapport à la mise en œuvre de ce guide. Comme vous le savez, comme on l'a dit auparavant, les États membres des Nations Unies, avec l'appui de la société civile et avec d'autres parties prenantes, ils négocient surtout dans le Conseil à Genève et les Nations Unies à New York, par rapport aux résolutions des droits humains
On pourrait dire que la plupart sont pris, votés au Conseil de Genève, et je voulais signaler qu'en 2022, a approuvé 97 résolutions du Conseil des Nations Unies pour prendre en compte la dimension du travail et bien sûr, et le défi de pouvoir avancer dans la mise en œuvre de tous ces engagements qui vont du droit des enfants, des femmes, des personnes avec des invalidités et des femmes, des vieux, les défenseurs de droits humains, la liberté d'expression et bien sûr la reconnaissance du droit à un environnement sain comme, on l'a fait depuis l'année dernière. Comme on l'a déjà été expliqué avec clarté par Anita, les résolutions ne sont pas obligées, mais elles demandent des engagements pour le développement progressif des standards internationaux en matière de droits humains. Ils servent aussi pour avancer dans l'interprétation des traités. Aussi, en grande, servent à créer des avancées au niveau international. Ceci n'a pas lieu de façon automatique et ici, ça n'est le cas entre les résolutions qui demandent aux États et ce que les États peuvent atteindre comme résultat immédiat ou direct. C'est-à-dire si les États sont assez bons quand ils le négocient, quand ils approuvent des résolutions, des principaux défis qui confrontent le système, c'est garantir qu'elles puissent avoir les résolutions un impact plus significatif dans la vie autour du monde. Dans ce sens, on sait qu'on doit travailler beaucoup plus pour que ces résolutions, pour que ces engagements politiques puissent avoir un impact tangible. Et je dois reconnaître que ce thème est de plus en plus sur la table en Genève. Les États en sont de plus en plus conscients, on est autocritique de savoir qu'il faut faire des efforts en matière de mise en œuvre. Mais en réalité, il n'existe pas non plus de recettes uniques et il n'y a pas un chemin facile pour atteindre cet objectif. Dans ce sens, je voulais signaler que le premier pas pour avancer en matière de mise en œuvre de ces résolutions, c'est un pas de base pour garantir que toutes les institutions, que tous les acteurs qui travaillent dans les domaines des affaires, des droits humains, qui soient informés, qui connaissent les résolutions approuvées et leur contenu pour qu'ils puissent être utilisés quand il est utile pour le soutien de leur travail. Donc, en pratique, ce n'est pas si facile, comme on l'a déjà dit, le grand nombre des résolutions approuvées chaque année et les capacités limitées des institutions et des acteurs nationaux, les ressources qui sont très faibles et l'écart entre le positionnement des États dans les Nations Unies et leurs politiques concrètes au niveau national. Dans ce sens, je voulais souligner que considère très important de donner un petit peu plus de visibilité aux résolutions au niveau national. Par exemple, dans les réseaux sociaux pour pouvoir avoir une meilleure appropriation de ces résolutions par les différents acteurs. Et dans ce contexte, il faut souligner l'importance de l'action des organisations de la société civile, car l'ONG ainsi que les équipes des Nations Unies avec le système et tous ceux qui se trouvent sur le terrain jouent un rôle important parce qu'ils se trouvent dans une position privilégiée pour utiliser ces résolutions pour réclamer les actions à tous les gouvernements qui vont permettre d'avancer dans la protection des droits des enfants. Pourquoi? Car ces résolutions reflètent des engagements politiques que le gouvernement va assumer de façon volontaire, mais bien sûr, cette conjugation d'acteurs peuvent réellement réclamer, faire la réclamation aux États que ces engagements puissent être mis en pratique. Je voulais reprendre comme exemple aussi en prenant compte la question que j'ai reçue, les résolutions sur les droits des enfants que l'Uruguay négocie, que ce soit en Genève ou au New York, au nom de tous les États sud-américains des Caraïbes, pareil, et ensemble avec l'Union européenne. Je voulais simplement éclaircir par rapport à sa périodicité. Les résolutions approuvées de tous les ans de façon alternée en Genève et à New York respectivement. De fait, je pense qu'il y a eu une question de Corinne, de Martine dans le chat pour éclaircir qu'il y a quelques années, la résolution des droits des enfants était approuvée, que ce soit annuellement, que ce soit en Genève et en New York, c'est-à-dire qu'on avait 2 résolutions par an. Et récemment, on a pris la décision d'avoir
la résolution à Genève ou à New York de façon alternée, et même avec l'idée de dédier plus de ressources et de plus d'attention aux efforts de mise en œuvre. Avec ceci, je ne veux pas dire qu'on a déjà conçu des mécanismes concrets pour prêter plus d'attention à l'implémentation. Mais je pense qu'on avance très bien dans ce sens et on avance aussi dans la coordination entre l'initiative et les résultats du travail à Genève et du travail fait à New York. La dernière résolution sur les droits des enfants, à mode d'exemple, a été prouvée à Genève en mars de cette année, 2022. Elle a été focalisée sur la situation des droits des enfants par rapport à la réunification familiale, tout particulièrement dans le cas des enfants qui se trouvent en mouvement, comme les enfants migrants. C'est une thématique spécialement très pertinente pour tous les États d'Amérique latine. Et cette problématique a été abordée par le Comité des droits des enfants, fait partie aussi des différentes recommandations du comité. Et la résolution utilise comme base cette convention et renforme ou crée des standards promus par le comité et exhorte les États à qui adaptent une approche préventive de la séparation des familles dans le contexte de la migration, en disant que l'enfant ne peut pas il ne peut pas rester illégal dans sa famille, que les enfants doivent avoir une protection de la loi, qu'ils puissent profiter de leurs droits d'enfant. Et dans ce cadre, par exemple, l'engagement concret que les États vont garantir que l'intérêt supérieur de l'enfant soit une considération principale dans toutes les mesures relatives aux enfants, qu'ils soient adoptés et qu'on puisse créer des contextes et des programmes qui puissent être adoptés dans des programmes d'immigration. Et n'importe quelle restriction des droits des enfants doivent être proportionnées. C'est un engagement concret et c'est très important aussi en prenant en compte les différents défis pour les enfants en migration, ce qu'on voit dans toutes les régions. Je voulais faire référence à la résolution sur les droits des enfants du travail effectué en 2020 à Genève, quand on a parlé de la protection des enfants dans un environnement sain. Et je ne veux pas m'élargir car il y a eu l'autre conférencier qui en a parlé. Je veux dire que faire face à cette résolution, le processus qui a amené à la reconnaissance des droits à un environnement sain et propre, comme nous a parlé David, a été en parlé. Par rapport aux résolutions, et encourage les États, car l'intérêt des enfants, c'est une considération principale dans toutes les décisions en rapport avec l'environnement. Donc, l'approche basée sur les enfants, la reconnaissance de l'importance des évaluations de l'impact pour étudier les vrais effets des lois, les normes et des politiques pertinentes dans les droits des enfants. Pourquoi je parle de ces exemples? Quand nous pensons que les organisations qui travaillent, par exemple, dans ce cas, dans des thèmes de migration et dans des thèmes d'environnement, peuvent se servir de tous ces engagements et puis être inclus dans ces résolutions, comme je viens d'en parler. Ils sont beaucoup plus détaillés qu'en même temps de la main avec l'interprétation progressive des obligations qu'effectue le comité dans ce commentaire général. Tout particulièrement, j'ai aussi, avec la révision de résolution, identifié les éléments spécifiques qui peuvent être utilisés pour répondre ou faire des réclamations face à des cas individuels, que ce soit lié à l'attention des enfants migrants ou la séparation de ces jeunes, de ces enfants avec leur famille, ou en faisant écho de ce que quelqu'un avait dit, par exemple, l'impact du projet d'émigrer dans les droits de l'enfant, des futures générations. Et bien sûr, on peut utiliser aussi la reconnaissance des droits de ces enfants en environnement sain. En même temps, en ayant reconnu une question dans le chat, une question de Monica, je voulais faire référence à... C'est une façon de voir l'engagement concret que les États assument quand c'est des résolutions, quand ils sont membres, comment ils ont voté par rapport à cette résolution, si c'est une résolution votée ou si c'est une résolution de consensus. Je suggère pouvoir regarder la liste des États qui ont des partenariats dans ces résolutions. Les États qui veulent
une coalition. Ça implique une aide. Et bien sûr, ça va être utilisé par les acteurs locaux quand on veut travailler avec le gouvernement. C'est juste pour approfondir ces actions. Je vais faire écho aussi par rapport à la société civile, ce qui a été par rapport à l'élaboration de résolutions d'indépendance de child friendly, c'est quelque chose qui va favoriser et qui va aider la compréhension directe des enfants. Et pour ces enfants activistes des droits humains qu'on salue ici, qu'on félicite aussi par leur travail. Je voulais de façon brève voir l'influence de la société civile dans le propre système des Nations Unies, et tout particulièrement des droits humains. L'interaction entre la société civile et le commissionnaire, parce que dans la résolution se nourrissent des rapports qui viennent de haut commissionné, et c'est très important que les sociétés civiles puissent proportionner. Et pourquoi les demandes de cette société civile vont marquer le programme des Nations Unies? Par les mécanismes des Nations Unies fonctionnent par rapport à ces demandes. Donc, c'est très important que ces situations spécifiques des enfants reçoivent l'attention nécessaire. Et tous ces défis, et tous les jours, ils reçoivent des demandes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fantastique. Par rapport à la question de Jane en chat, reconnaître qu'il y a une barrière très importante pour le travail en matière de ressources humaines et aussi les ressources financières par rapport à la société civile. Et c'est un grand défi pour la capacité d'avancer dans la mise en œuvre. Et voilà, et on doit réfléchir comment on avance en matière de mise en œuvre et pouvoir être utilisé par la société civile. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je suis désolée de t'avoir interrompu, de t'avoir coupé et d'écouter ta perspective. Merci beaucoup de répondre à la question de Monique, la question de la résolution des droits des enfants. Maintenant, nous allons passer la parole à Mia, qui se trouve ici. Tu travailles dans le droit de l'identité et la réunification familiale. Comment ont été utiles les résolutions des Nations Unies dans ton environnement au niveau du pays et comment tu penses qu'il peut être pour tes collègues? Merci beaucoup. Je voulais tout d'abord remercier tous les organisateurs de nous inviter aujourd'hui. Je suis très émue de voir tout cela. Ça nous donne de très bonnes perspectives et savoir comment on peut effectuer ce changement concret au niveau international, régional. Ce sont des paragraphes qui nous disent ce qu'un État doit faire. J'aimerais me centrer aujourd'hui sur c'est un exemple d'une résolution qu'elle a plus de 10 ans, cette résolution. Les guides des Nations Unies pour l'attention des enfants et une résolution beaucoup plus récente sur le regroupement familial qui a été adopté en mars de cette année et octroyer et offrir des opportunités qu'on a eues dans le passé pour pouvoir promouvoir le regroupement familial dans des situations spécifiques. Nous avons si on regarde ce qu'on a fait au niveau international, je peux dire qu'on a regroupé les nations, que les Nations Unies et la société civile ont cette approche en commun. Donc, tout d'abord, on a démarré avec la création et après, avec la mise en œuvre en 2012. Nous avons vu qu'un peu dans tout le monde, de façon conjointe, tout le monde, on pouvait prendre en considération des politiques et des pratiques. Et il y a eu une question qui obligeait l'État à répondre pour nous assurer que les enfants n'aient pas une absence de l'attention de la famille, même par rapport à la pauvreté, et faire en sorte d'aider les familles. Après cela,
On a pris en compte les acteurs internationaux qu'on pensait que c'était important, avoir la formation par rapport à cette résolution. On a réfléchi, on a pensé à faire un travail conjoint avec l'université et au moins 10 organisations internationales différentes. Et cette formation en ligne, et on a eu plus de 25 000 participants qui ont été formés dans la résolution des Nations Unies. Et après ceci, on s'était dit qu'il fallait peut-être pratiquer les guides dans un contexte spécifique. Donc, nous avons parlé nous avons créé le nouveau document en 2016, centré sur les guides pour les enfants qui se trouvent en mouvement. Et on a travaillé avec les mêmes organisations et on inclut en plus d'autres organisations, l'Université de Harvard, Croix-Rouge. Et cette formation est arrivée à atteindre plus de 30 000 participants, est arrivée, et on leur a demandé 6 mois après si cette formation avait affecté leur travail. Beaucoup de participants ont dit que, de façon clairement, avaient changé leur travail en termes des évaluations, de travailler avec les enfants, de meilleur intérêt. On a vu que ces résolutions arrivent au niveau supérieur, elles sont au niveau supérieur et commencent à descendre, aller jusqu'à la base au niveau régional et voir comment ces outils sont utilisés par les jeunes et les enfants. Et ces outils ont été utilisés vraiment très bien utilisés. C'est un exemple. Nous avons des enfants qui partent et qui sont... Donc, on a vu en Afrique et en Amérique latine les enfants qui transitent et on voit que grâce à ce travail d'activisme, la société civile a trouvé des changements dans la législation. Par exemple, en Albanie, l'âge a été augmenté à 25, en Écosse à 28, où les États sont actuellement engagés avec l'aide des enfants à pouvoir les aider jusqu'à ces âges. Et tout ça, c'est dû grâce à cette résolution dont je vous en parle. Et après, au niveau national, je peux penser à 2 exemples, et on a plein d'exemples dont je ne peux pas parler. Mais Cambodge, c'est un bon exemple sur la résolution des Nations Unies qui est utilisée pour développer et pour changer de décret dans le pays. On travaille avec l'UNICEF pour développer un programme pour soutenir les familles. Save the Children aussi a lidéré par rapport au groupement familial. On a traduit aussi, a été traduit à leur propre langue et ça a été effectué il y a plus de 10 ans. Et ces résolutions ne sont pas seulement pour les pays en développement, mais aussi pour les pays développés qui peuvent... on travaille actuellement dans la recherche en Suisse et nous utilisons les guides comme une comparaison pour voir si les États accomplissent ces guides et sinon donner des opportunités pour certaines actions. Donc, nous pouvons voir maintenant que ces guides ont eu plus de 10 ans d'opportunités pour donner des fruits. Donc, cette nouvelle de 2022 sur le regroupement familial est extrêmement importante, spécialement si on regarde la situation en Ukraine. Ceci nous donne l'opportunité de regarder aux enfants, tous ces enfants de le conflit armé et tous ces enfants qui se trouvent en constant mouvement. C'est une opportunité que nous avons eue, c'est de inclure l'inclusion pour revoir cette résolution, pour pouvoir promouvoir le regroupement familial. Nous l'utilisons aussi pour développer une politique pour nous assurer que ces enfants qui ont été de façon arbitraire détenus dans le nord des Serbies, on puisse promouvoir cette résolution pour nous rassurer qu'ils vont être rapatriés de retour dans leur famille quand c'est convenable. Donc, ce sont quelques exemples que j'ai ici et j'ai peu de temps, mais nous pouvons voir que ces résolutions ont un grand impact pour les gouvernements. Ces résolutions les aident à développer des résolutions beaucoup plus fortes par rapport aux droits des enfants. Pour ceux qui font les pratiques, en leur donnant une bonne formation aux jeunes et aux enfants, on va leur aider dans leur travail de plaidoyerie. On voit aussi, sur cet exemple du Cambodge, les enfants, il y a eu plus de 1400 enfants qui ont été réintégrés à leur famille. Donc, je suis vraiment très émue, très contente par la force de cet outil pour avoir un grand impact et que les résolutions puissent
passer du niveau très haut des Nations Unies à New York et Genève jusqu'au territoire, que les enfants puissent bénéficier de tous ces droits. Merci beaucoup. Oh, merci Nia, c'est vraiment très intéressant. Écoutez, de voir comment ces résolutions comment on les utilise de façon efficace. Merci de nous partager toutes ces expériences. Maintenant, nous arrivons à la session des questions et des réponses. Et c'est l'occasion de poser des questions. Vous pouvez poser des questions à nos conférenciers. Et pendant qu'on prend les questions qui se trouvent sur le chat, il y en a eu 2 qui ont été faites avant. Je vais les lire rapidement. Une question, c'est est-ce qu'elles sont utiles ces résolutions pour les enfants qui se trouvent dans des prisons? L'emprisonnement parental, est-ce qu'un État peut nous aider? Il y a eu une deuxième question sur comment peuvent être utilisées les résolutions des Nations Unies pour mettre en œuvre le financement du gouvernement dans les droits des enfants. Anita, tu peux prendre un petit moment pour répondre à ceci. N'importe lequel d'entre vous peut avoir une perspective intéressante par rapport à ce thème. Pour cette première question, est-ce que ces résolutions sont utiles pour les enfants qui vivent en prison avec leur maman et tous ces enfants qui restent avec leurs parents en prison? Donc, je pense que oui. OK. Alors, tout d'abord, le guide traite ces thèmes et les résolutions on traite ce thème de ces enfants qui vivent avec des parents en prison. Ici, pour ne pas rentrer en détail, par rapport aux résolutions spécifiques, c'est de regarder la base de données qu'on suggère dans cet outil, les différentes matices, différentes nuances, et en utilisant les différents filtres, nous pouvons rencontrer toute cette réflexion, toutes les résolutions qu'on trouve dans ce thème et d'autres beaucoup plus généraux par rapport à ce thème, et voir s'il y a des recommandations qui sont particulièrement pertinentes pour vous. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs, et tout spécialement, il y en a une qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, qui possède des recommandations et des politiques concrètes. Si vous voulez, je peux mettre les liens sur la base de données dans le chat ou dans la boîte de questions et de réponses si vous voulez l'utiliser. Est-ce que voulez-vous que je passe à la deuxième question? Ah oui, rapidement. Et après, on va passer à d'autres questions dans le chat. Oui, on peut passer aux autres questions. Alors oui, par rapport à la question sur comment les résolutions des Nations unies peuvent être utilisées pour augmenter la participation financière des gouvernements. Donc, on a eu un cas d'étude dans le guide, car nous allons voir tout d'abord ce thème va rentrer dans le programme international, car on a promu et on a vu qu'avoir une résolution sur l'investissement dans les droits des enfants pouvait être une façon de pousser au niveau national et plaidoyer pour ceci. Donc, si on voit cela, et pareil pour la question d'avant, en réalité, je recommande revoir le texte réel pour voir quelles sont les recommandations des politiques et d'extraire ces recommandations dans vos plaidoiries, pour les mettre en œuvre, l'investissement financier. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une autre question de Sofia Garcia. SOS Children International. Sophia, est-ce que, avant de poser ta question, laisse-moi poser une question du chat. Il y avait une question sur quelles organisations ou entités des Nations Unies ou d'entités du gouvernement doivent s'associer avec la société civile à niveau national pour rendre la mise en œuvre beaucoup plus efficace dans les résolutions de l'environnement. Et peut-être un peu plus de comment tu vois le monde des enfants, le rôle des enfants dans ce thème. Et oui, dans les Nations Unies, on a ça présent dans différents pays, dans le programme des Nations Unies du développement, de l'environnement et de l'UNICEF. Je pense que quelque chose que plusieurs de mes collègues ont mentionné, c'est que c'est très fort de pouvoir ramener toutes ces organisations de travail de façon conjointe avec une seule voix. C'est quelque chose
que je peux promouvoir, et tous ces plaidoyers, les actifs puissent faire des défenseurs de construire ces raisons conjointes de toutes ces entités. On peut avoir une organisation des différents domaines qui soient tous, je pense qu'en termes de le droit à un environnement sain, nous avons 15 agences des Nations Unies différentes par rapport à ce thème, lequel a été très, très intéressant. Et ceci demande des réseaux internationaux et des agences des Nations Unies pour le ramener sur le terrain. Je pense que c'est les gouvernements qui doivent prendre des actions pour ramener aussi la responsabilité des droits humains, mais de façon beaucoup plus puissante. Et pour pouvoir avoir cette influence du changement, pour avoir ce changement, c'est travailler de façon conjointe. Merci beaucoup, Élie. Est-ce que tu veux poser une question? Oui. Oui, bonjour à tous. Merci à tous ces conférenciers par vos présentations. C'était très enrichissant, cette discussion, cette conversation. J'ai une question, mais avant cela, je voudrais partager un peu quelques idées par rapport pour savoir comment utiliser le comité les droits des enfants, la résolution des droits des enfants de 2019 pour les enfants qui n'ont pas le soin des parents. Et quelque façon, on l'a trouvé très utile de pouvoir et additionner par rapport à tout ce qui a déjà été dit. Je pense quelque chose dont je souligne de tout cela, c'est que la partie du suivi et de défendre le contenu de la résolution et le thème de la résolution. Ces résolutions très souvent servent pour éduquer, entre guillemets, les politiques et les diplomates et tous les preneurs de décisions sur des thèmes qui simplement ne connaissent pas souvent de l'action politique. Elle n'est pas prise en compte car il y a un manque de connaissances. Et tout est spécialement pour les personnes en Genève, au niveau capital, dans les capitales, non pas en détail, en procédure détaillée de chaque thème, on voit. Et par rapport au thème, par exemple, les enfants qui n'ont pas de soins ne sont pas par les parents, c'est très bien connu dans différents cercles, mais il n'est pas, mais ce n'est pas non plus un thème de développement social très commun pour nous. Pour nous tous, c'est très utile dans le processus de plaidoyer, de construire justement des plaidoyers pour que la résolution puisse être mise en œuvre, pour construire la capacité et pouvoir avoir des actions dans certains ministères ou dans les preneurs de décisions à niveau local dans ce thème. Peu importe la résolution, mais plutôt le thème. Et on a aussi parlé de poser tous ces documents guides. 2019, c'était l'anniversaire de ces guides et la résolution a servi aussi pour défendre la mise en œuvre de façon directe. Il plaidoie pour la mise en œuvre de ces guides dans cette connexion à donner en réalité la vie à ces documents déjà existants et ça a été vraiment très utile. Un usage pour le suivi des résolutions qui a déjà été mentionné, qui nous aide beaucoup à avoir de l'influence sur d'autres résolutions. Il y a établi ce qu'on appelle ici au niveau technique un langage accordé. Et tous ces paragraphes, tout ce langage accordé peut être mis dans d'autres résolutions, dans d'autres thèmes, mais qui ont une connexion. Et peuvent se connecter les points. Par exemple, les droits des enfants est interconnectés. Et très souvent, le prendre comme exemple et faire un suivi de ce que Carla nous a dit. On ne pense pas que les enfants qui ne sont pas accompagnés ou les enfants migrants sont à la fin. Ce sont des enfants sans l'attention des parents. Donc référencer ces résolutions dans les différents peut être une façon d'avancer dans la mise en œuvre des différents thèmes et connecter tous ces points. Et toutes les versions amicale a déjà été, on a déjà parlé, ça a un pouvoir très fort, un impact important. On crée une version amicale pour les enfants. On va partager dans le chat cette version, cette résolution de 2019. Je peux vous dire que sûrement les jeunes l'utilisent un peu plus que nous en tant que société civile.
Et quand je parle avec eux, je sens qu'elle a la même façon de voir cette résolution. Le seul fait de l'avoir nous motive à dire que ces organisations lidérées par des jeunes ils veulent quelque chose de concret, ils ont un engagement réel. Ce sont quelques réflexions de mon côté. Et peut-être ma question est le principal élément, le principal défi que nous avons en plaidoyant pour la mise en œuvre de la résolution au niveau national, c'est le manque de connaissances d'autorités locales et nationales et qui dépendent bien sûr si chaque gouvernement et chaque pays, on sait que chaque pays est différent et nous devons faire un pas préalable, c'est-à-dire informer les autorités locales que le gouvernement prend ses décisions, savoir qu'il y a une résolution tous les ans, les droits des enfants, que c'est le contenu et comment pouvons-nous améliorer, peut-être la question c'est pour Carla en tant que représentante du gouvernement, ce canal de communication entre les capitales et comment pouvons-nous améliorer la connexion entre les différents ministères, car à la fin, les négociateurs, ce sont le ministère des Relations extérieures. Comment nous pouvons assurer que tous ces thèmes sociaux, le ministère de bien-être familial, l'environnement ou les finances, le ministère des Finances, comme vous le savez, comment ils connaissent un peu mieux la législation qu'ils doivent mettre en œuvre. Merci beaucoup. Excusez-moi d'avoir pris si longtemps. Merci beaucoup, Sophia. Carla, ce serait très bien si tu pouvais nous donner une réponse, mais il faut prendre en compte le temps. Essayons de garder la réponse très courte. Je vais faire un petit commentaire, car je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a déjà été dit. Simplement pour répondre à ce que Sophie vient de dire, je pense que, bien sûr, au niveau de l'État, c'est un défi très grand. Il n'y a pas il n'existe pas une bonne coordination. Donc, un des principaux défis ou de rôle, c'est vraiment de pouvoir connecter les différentes institutions nationales pour pouvoir donner une note positive. Pour voir une note positive, nous avons vu les différents mécanismes nationaux que nous utilisons pour faire un suivi de toutes ces résolutions. Ceci nous aide vraiment à avoir toutes les recommandations que nous avons reçues. Ce que nous voulons dire, c'est que nous avons bien amélioré la coordination par rapport au rôle, au travail du ministère des Affaires étrangères et aussi en soulignant pourquoi le système du droit humain est important. Et pour nos institutions nationales, souvent pour le système américain, les droits humains dans le système américain la plus connue que l'universel, car on fait toujours les premiers pas pour les institutions, c'est se régir du système national, mais les complémentaires du système international. Ce que nous voulons, c'est que le ministère des Affaires étrangères ait un rôle important à jouer pour pouvoir améliorer la compréhension, car c'est important. Et ce que tous les pays font pour créer ces standards et pour aller vers une bonne direction. Et bien sûr, c'est un grand défi. Il y a un manque de ressources et quelques institutions par toutes ces activités n'arrivent pas à s'en sortir dû à toutes les activités de tous les jours. Donc, pour eux, c'est très difficile de s'impliquer dans ces résolutions. Il y a certaines fois, il est difficile de recevoir les résolutions quand nous nous trouvons dans ce processus. Donc, bien sûr, je vais tout simplement finir en disant qu'en étant d'accord avec les autres commentaires, dans le besoin de créer d'autres réseaux. Je pense qu'il y a un grand potentiel. Nous travaillons dans le développement des politiques avec les différents bureaux et unités. Mais bien sûr, nous pouvons faire un plus grand effort. Il s'agit aussi de trouver des façons de diminuer, de s'impliquer avec ces résolutions et s'impliquer de façon politique avec tous les acteurs et la rendre beaucoup plus
productive. Je suis sûre que la défense, la plaidoirie à partir de la société civile est très pertinente. Il faut la grande différence. Merci beaucoup. Merci, Carla. Vraiment très intéressant. Je pense que par rapport au temps et il y a toujours de plus en plus d'intérêt dans la conversation. Ce que je veux faire, c'est tout simplement demander à Mia et à David si vous avez quelque chose à rajouter, s'il vous plaît, de le faire, de répondre à ce que Carla nous a dit. Et après, on finit avec une question sur comment on est dans la visualisation. Si vous voulez réfléchir à cette question, ça serait très intéressant. Merci beaucoup. Donc, d'abord Mia, après David. Merci beaucoup. Je pense que je vais tout simplement rajouter par rapport, bien sûr, au thème du budget. C'est un outil qui a été mené à bien, qui encourage les États à investir dans le soin alternatif basé dans ces résolutions. Il y a un modèle qui est en train d'être approuvé en Malte et en Roumanie. C'est un très bon outil à être utilisé. Et en termes des acteurs nationaux, je pense que l'information que peut donner notre secteur par rapport aux différentes résolutions, si on fait des observations, recommandations, cela veut dire qu'on a vu que c'est pertinent pour ce pays en particulier. Donc, je vois qu'il va prendre en compte ces recommandations du comité. Merci beaucoup. Je veux simplement dire que je suis d'accord avec tout ce que les conférenciers ont dit et simplement je vais souligner ce point stratégique car ces résolutions, comme on l'a déjà dit, ne sont pas liées, elles ne sont pas relationnées par rapport, elles sont très utiles quand il y a un litige. Par exemple, dans la résolution de l'Assemblée nationale, par rapport à un environnement sain et propre et durable, est utilisé au Costa Rica où la tribunal suprême dit que même si ce type de résolutions ne sont pas liées, sont une source très forte car c'est une autorité des Nations Unies de soutenir, c'est le cas du Costa Rica très utile, car ça donne l'importance légale de ces résolutions. Et aussi dans d'autres cas où je suis impliquée dans le tribunal européen des droits humains, par rapport au changement climatique, les droits humains, le tribunal même a demandé jusqu'à quel point l'Assemblée générale et la résolution sur le droit à un environnement sain, durable et propre a plus d'importance par rapport à la résolution des droits humains. Et même un cas qui a été ramené par des jeunes du Portugal. Je pense que c'est un usage très utile et de grande influence. Donc, j'aimerais pouvoir être une personne qui peut vous donner de ressources, de vous répondre à des questions. Donc, vous savez tout ce que David peut faire parler de ces thèmes et répondre à vos questions importantes. Donc, je pense que, car le temps c'est fini, on va finir brièvement. Je veux dire qu'il y a eu beaucoup plus de questions. Je vois qu'il y a beaucoup de mains levées, mais nous allons réunir toutes les questions. Nous allons penser à la réponse et après, on fera un suivi à ce webinaire. On va essayer de le récollecter dans un ensemble et nous allons les rendre disponibles pour que vous puissiez les lire et les voir après. Je vais tout simplement vous remercier de participer aujourd'hui à ce webinaire et aussi d'avoir écouté ce thème aussi important qui a tant d'impact. Et avant de partir, je veux remercier aussi par tous ces applaudissements aussi merveilleux. Je voulais tout simplement souligner l'importance et on est tous très anxieux car pour que vous soyez tous impliqués dans la série How to, dans les droits des enfants, allez à la page web, connaissez. Sachez que vous êtes libre, vous pouvez le partager, le communiquer, utiliser tous ces outils, organiser des formations webinaires pour votre propre contexte. Aidez-nous à améliorer cette série des outils et laissez-nous savoir si vous les avez utilisés, votre exercice pilote et donnez des recommandations de comment les améliorer. Aidez-nous aussi à encourager cette série et on pense que c'est une plateforme pour la construction de la connaissance. Donc, nous regardons, nous espérons partager des cas d'études pratiques, des guides
et on sait que ce que vous pouvez recommander pour que les autres personnes puissent les utiliser. Et laissez-nous savoir s'il y a d'autres domaines dont vous voulez savoir ou des guides, vous savez plus de ce thème et si vous voulez avoir plus ou savoir plus aussi, on peut partager. Donc, avec cela, je vous remercie à tous nos conférenciers. Merci Carla, merci Anita, merci Mia et David. Merci à toutes les personnes qui ont organisé cet événement. Merci à vous tous d'assister et de nous écouter patiemment et de partager vos opinions et vos contributions. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, merci. Merci tout le monde.